Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Merci à toutes celles et ceux qui regardent les vidéos, qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne. Merci sincèrement, c'est très important. Une décision importante vient de tomber. Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l'article qui devait interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Et derrière cette décision, il y a un sujet beaucoup plus important que TikTok, Instagram ou les réseaux sociaux. Il y a une question essentielle. Jusqu'où le pouvoir politique peut-il restreindre une liberté au nom d'une cause qu'il considère comme légitime? Le 21 juillet 2026, l'Assemblée nationale avait définitivement adopté le texte. Et oui, le résultat du vote est 279 voix pour, 81 voix contre et 66 abstentions. J'ai déjà consacré une vidéo au comportement des différents groupes politiques lors de ce scrutin. Je ne vais donc pas refaire aujourd'hui ce que j'ai déjà expliqué. Les votes sont publics. Chacun peut regarder qui a voté pour, qui a voté contre et qui a préféré s'abstenir, puis comparer cela avec les grands discours sur la défense des libertés. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Parce que l'interdiction qui avait été votée vient de tomber. Heureusement. Le texte prévoyait d'interdire l'accès aux services de réseaux sociaux en ligne aux mineurs de moins de 15 ans. Cette interdiction devait entrer en vigueur le 1er septembre 2026. Pour les comptes déjà existants, un délai supplémentaire de 4 mois était prévu. Mais le 14 août, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 1er contraire à la Constitution. Bravo. Soyons précis, toute la loi n'a pas été annulée. C'est l'article portant cette interdiction générale qui a été censuré. Et cette fois, ce n'est pas Bruxelles qui intervient. La décision vient du Conseil constitutionnel français. Les dangers auxquels certains mineurs peuvent être confrontés sur Internet sont réels, c'est vrai. Harcèlement, addiction, prédation, contenu violent, pornographie, manipulation, pression sociale. Ce sujet mérite évidemment d'être traité. Mais dans un état de droit, il existe une règle fondamentale. Un objectif légitime ne donne pas automatiquement le droit d'utiliser n'importe quel moyen. Lorsqu'une loi limite une liberté, cette limitation doit être justifiée. Elle doit être nécessaire, elle doit être adaptée et elle doit être proportionnée. Le Conseil constitutionnel rappelle notamment que la libre communication des pensées et des opinions est protégée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh oui. Or, aujourd'hui, une grande partie de la communication publique passe par Internet. On y échange, on s'informe, on publie, on débat, on crée. Les réseaux sociaux peuvent être critiqués. Ils peuvent être dangereux, c'est vrai. Mais ils sont aussi devenus des espaces importants de communication et de liberté. Interdire leur accès à toute une catégorie de personnes touche donc nécessairement à une liberté protégée. Le premier problème relevé par le Conseil constitutionnel est simple. Tous les réseaux sociaux ne présentent pas les mêmes risques. Toutes les plateformes ne fonctionnent pas de la même manière. Tous les contenus ne sont pas identiques. Toutes les fonctionnalités ne produisent pas les mêmes effets. Pourtant, le dispositif reposait sur une interdiction générale. Le Conseil constitutionnel relève que cette interdiction pouvait concerner des services pour lesquels les risques pour la santé ou la sécurité des mineurs n'étaient pas établis. Et c'est là tout le problème. Lorsqu'on restreint une liberté, on ne peut pas simplement prendre le filet le plus large possible parce que cela paraît plus facile à appliquer. Il faut démontrer le risque, identifier ce qui pose réellement problème, puis construire une réponse adaptée. Sinon, on ne protège plus seulement contre un danger précis, on interdit par précaution. Et ce n'est pas du tout la même chose. Deuxième difficulté, l'autorité parentale. Un enfant de 10 ans n'est pas dans la même situation qu'un adolescent de 14 ans. La maturité n'est pas identique. Les usages ne sont pas identiques. Les situations familiales non plus. Or, le système adopté ne permettait pas suffisamment de tenir compte de ces différences. Le Conseil constitutionnel estime également que la place laissée aux titulaires de l'autorité parentale était insuffisante. Et oui, les parents ont un rôle à jouer.
Et cette question est loin d'être secondaire. À force de vouloir régler chaque problème par une interaction nationale uniforme, le pouvoir finit parfois par remplacer le jugement des parents par une décision générale prise pour tout le monde. Il existe pourtant une différence entre protéger un enfant contre un danger, clairement identifié, et décider, depuis Paris, qu'une même interdiction doit s'appliquer automatiquement à tous les enfants, quelle que soit leur situation. Et maintenant, regardons la conséquence concrète du dispositif. Comment empêcher un mineur de moins de 15 ans d'accéder à un réseau social? Il faut connaître son âge. Et pour connaître son âge, il faut mettre en place un système de vérification. À partir de là, le problème ne concerne plus uniquement les enfants. Il peut concerner tous les utilisateurs. Parce que pour démontrer que vous avez le droit d'accéder à un service, il faut éventuellement pouvoir démontrer que vous avez plus de 15 ans. Le Conseil constitutionnel relève précisément que même une personne majeure pouvait être conduite à justifier son âge. Et là apparaît une seconde liberté fondamentale, le respect de la vie privée. Le problème n'est pas de raconter que tous les Français auraient nécessairement dû envoyer leur carte d'identité à TikTok ou Facebook. Ça serait faux. Le vrai problème est que le législateur n'avait pas suffisamment encadré lui-même les modalités et les garanties de cette vérification. Et pourtant, ce sont des questions essentielles. Quelles données demande-t-on? Comment vérifie-t-on l'âge? Qui intervient? Quelles informations sont conservées? Pendant combien de temps? Quelles garanties existent pour les utilisateurs? Ce ne sont pas des détails. Lorsqu'un système de contrôle touche potentiellement des millions de personnes, ces garanties doivent être définies avant son entrée en vigueur, pas après. Et maintenant, voilà ce qui rend cette affaire véritablement politique. Les problèmes juridiques n'ont pas été découverts le 14 août par hasard. Le Conseil d'État avait déjà soulevé des difficultés importantes concernant notamment le caractère général de l'interdiction et la proportionnalité de la mesure. Au Sénat également, le risque d'inconstitutionnalité avait été clairement identifié pendant les travaux parlementaires. Autrement dit, les avertissements existaient avant le vote définitif. Malgré cela, le dispositif a été adopté. Et quelques semaines plus tard, le Conseil constitutionnel a dû intervenir. Et c'est peut-être cela qui me dérange le plus dans cette affaire. La facilité avec laquelle le pouvoir politique accepte de restreindre une liberté fondamentale dès lors qu'il estime avoir une bonne raison de le faire. Une démocratie ne se juge pas uniquement aux grandes déclarations sur les libertés. Elle se juge aussi à la difficulté que rencontre le pouvoir lorsqu'il veut les restreindre. Parce qu'une liberté réellement protégée ne devrait pas pouvoir être retirée ou réduite simplement parce qu'un gouvernement ou une majorité affirme poursuivre un bon objectif. Le problème n'est pas uniquement cette loi, le problème est la logique elle-même. Aujourd'hui, nous voulons protéger les enfants. Demain, nous voulons lutter contre la désinformation. Puis, nous voulons lutter contre la haine. Mais qu'est-ce que la haine? Puis, nous voulons garantir la sécurité. À chaque fois, l'objectif pourra paraître respectable. Mais la vraie question restera toujours la même. Qu'est-ce que le pouvoir s'autorise à faire au nom de cet objectif? Parce que lorsqu'un État commence à considérer qu'une bonne intention suffit pour limiter une liberté, le danger n'est plus seulement la mesure du jour. Le danger devient le précédent créé pour les mesures suivantes. Et oui. Et cela pose également une question sur la qualité du travail législatif. Nous avons une Assemblée nationale, un Sénat, des commissions, des juristes, un Conseil d'État, des débats parlementaires, des rapports. Tout cela existe précisément pour éviter de voter des textes juridiquement fragiles lorsqu'ils touchent à des libertés fondamentales. Alors lorsque les avertissements existent, que le texte est malgré tout adopté, et qu'il faut ensuite attendre le Conseil constitutionnel pour faire respecter la limite, il y a un gros problème. Le Conseil constitutionnel a joué son rôle. Le garde-fou a fonctionné, heureusement. Mais une démocratie sérieuse ne devrait pas considérer qu'il est normal de pousser systématiquement jusqu'au dernier garde-fou pour savoir si une liberté a été trop fortement restreinte. Le Parlement devrait lui-même avoir cette exigence. Soyons également clairs. Le Conseil constitutionnel n'interdit évidemment pas à la France de protéger les mineurs sur Internet.
Un autre dispositif pourra être proposé, mais il devra être plus précis, mieux ciblé et juridiquement mieux encadré. C'est normal. Si certaines plateformes ou certaines fonctionnalités présentent un danger particulier, ce danger pourra être traité. Mais il faudra le démontrer. Et toute éventuelle vérification de l'âge devra être respectée des garanties sérieuses concernant la vie privée. Et heureusement. Voilà la différence entre protéger et interdire sans discernement. Cette affaire nous rappelle quelque chose de fondamental. Les libertés ne sont pas vraiment mises à l'épreuve lorsque les libertés ne sont pas vraiment mises à l'épreuve lorsque tout le monde accepte de les respecter. Elles le sont lorsque le pouvoir estime avoir une raison suffisamment importante pour les réduire. Et c'est précisément à ce moment-là que les institutions doivent tenir. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a tenu. Mais il aura fallu aller jusque-là. Et j'aimerais terminer par un message très simple. Citoyens, réveillez-vous. Ne donnez jamais un blanc-seing à ceux qui exercent le pouvoir, quel que soit leur parti, quel que soit leur discours, quels que soient les beaux slogans utilisés pour justifier une mesure. Parce qu'une liberté que les citoyens cessent de défendre peut rapidement devenir une liberté que le pouvoir décide de limiter. Alors informez-vous, lisez les textes, regardez les votes, regardez les actes. Et surtout, ne vous contentez pas des discours de ceux que vous soutenez. Demandez-vous toujours, quand il a fallu réellement défendre une liberté, qui l'a fait? Qui a voté pour la protéger? Qui a voté pour la restreindre? Qui s'est opposé? Et qui a préféré ne pas choisir? Parce qu'entre les slogans et les actes, il peut y avoir un gouffre. Et au final, ce sont les actes qui comptent. La liberté n'est pas un cadeau accordé définitivement par ceux qui gouvernent. Elle existe parce qu'elle est protégée par le droit, par les institutions, mais aussi parce que des citoyens restent vigilants. C'est donc à nous de rester éveillés et vigilants. À nous de demander des comptes. À nous de défendre pacifiquement, démocratiquement et légalement les libertés que nous voulons conserver et transmettre à ceux qui viendront après nous. Parce qu'une liberté fondamentale doit être difficile à retirer. Très difficile. Et cette exigence doit rester la même, quelle que soit la cause invoquée et quel que soit celui qui exerce le pouvoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous appréciez cette manière de regarder les faits sans détour, pensez à vous abonner à l'heure du réel, à partager cette vidéo et à faire connaître la chaîne. Encore merci de m'avoir suivi. Au revoir et à bientôt sur l'heure du réel. Au revoir et merci.